Alors, comme François vient de dire, je suis membre de l'Arche, éducatrice spécialisée. J'ai aussi une expérience comme directrice de l'Arche. Et depuis 11 ans, presque 12 ans, je travaille dans la formation continue avec beaucoup d'équipes dans le domaine médico-social, mais aussi de la précarité, comme avec les captifs. Ce que je vais vous raconter, ce que je veux partager avec vous, c'est ce que nous avons vu en 10 ans, 12 ans de formation dans la vie de notre institut de formation sociale, qui est entre autres fondé par les captifs, par l'Arche, par la Fondation d'Auteuil, le Secours catholique, pour accompagner les professionnels et les bénévoles dans leur engagement au plus près de la personne. Hier, comme je le fais de temps en temps, j'étais dans le Grand Larousse. J'adore les dictionnaires étymologiques. Et j'ai un marque-page même sur la page du mot profession. Le mot profession vient du latin, jusqu'ici c'est pas de scoop, et ça veut dire maîtriser une science ou bien déclarer ouvertement. Bon, à voir ce que nous maîtrisons, avec quelle liberté, et ce que nous avons le droit de déclarer ouvertement. Je suis aussi beaucoup dans cette réflexion, comme François Etienne. Quelle est la liberté de l'intervenant? Quelle est la liberté de l'accompagnant dans les dispositifs actuels du social, de l'éducatif et du médico-social? La première chose, c'est que je sens de plus en plus à quel point nos domaines sont traversés par ce qui pose problème, par ce qui sont les crises dans notre société tout court, dans nos sociétés européennes tout court. Une crise du lien et la crise du sens notamment. La crise du lien quand l'éducateur, quand l'accompagnant essaye de se réfugier derrière des règlements, quand la réponse à une personne en détresse devient la petite phrase « on a vu en équipe » et le reste il suit, quand le jeu disparaît, le jeu de l'accompagnateur disparaît parce qu'il ne se donne pas le droit d'être une personne, d'être un sujet, quand on devient en quelque sorte un guichet au nom de la distance professionnelle. Quand on entend un chef de service dire « pas d'émotion ici, les émotions ce n'est pas professionnel ». Et pourtant, c'est le seul kit de travail qu'on a dans la relation. Et ainsi de suite. Quand les projets individualisés se transforment en projets isolants, qui ne tiennent plus compte du collectif, du quotidien. Quand le collectif, dans les documents de l'ANESM, plus particulièrement, sont toujours associés à une contrainte à contourner, et on n'y voit plus le lieu d'une médiation sociale, d'un apprentissage social. Une crise de sens, quand récemment une jeune en formation d'éducatrice spécialisée est venue me voir, j'ai fait une formation sur la vie affective et sexuelle dans des établissements pour personnes handicapées. Et elle était en stage là, et elle m'a dit « Oh, c'est dommage, c'est tellement intéressant, moi j'ai voulu écrire ma mémoire sur ce sujet. » Et on m'a dit, le directeur m'a dit, ce sujet n'est pas prêt. On ne sait pas dans quel sens on va. Alors je me demande, mais depuis quand, sur cette terre, des personnes ont attendu des décrets qui permettent aux éducateurs et accompagnateurs de dire ce qui est permis ou pas? Depuis quand ont-ils attendu ça pour s'aimer?
Ce sont pour moi des constats terrifiants, où je me dis, je ne suis pas sûre si je choisirais à nouveau mon métier d'éducatrice spécialisée aujourd'hui. J'aime mon métier. Je n'ai jamais connu une usure professionnelle, bien que j'ai connu des situations très dures, mais justement, on est là pour ça. Ça fait réfléchir tout ça. Quand la question de la prise en compte de la dimension spirituelle et existentielle dans la Charte des droits et libertés est liée à l'accompagnement en fin de vie, et on se pose la question, mais est-ce qu'il y a une vie existentielle, une vie spirituelle avant la mort? Bon, voilà un petit scénario de questions. Et cette crise, à mon avis, elle se décline de deux côtés, hein. Du côté des accompagnés comme du côté des accompagnants. Du côté des accompagnants, parce qu'ils sont plongés par la méthodologie, par le refuge, méthodologie et dispositifs et règlements et fonctionnements et procédures et prestations. Ils sont plongés dans une perte de sens qui les plonge dans une usure. Une usure qui vient de l'absence de la rencontre. Plongés aussi dans le doute. J'écoute souvent les bénévoles du Secours catholique, par exemple, et d'autres associations qui travaillent beaucoup avec des bénévoles, qui se sentent toujours en manque de légitimité, qui disent « Oui, les assistants sociaux du coin nous ont dit qu'on n'est pas compétents, on ne sait pas faire. » Oui, ils ne savent pas faire comme eux, mais ce n'est pas leur boulot. Alors je vais revenir à ça. Il n'y a rien de pire que le doute, hein. Dans le doute dans ce que l'on fait, dans ce que l'on espère vivre. Et il y a les personnes accueillies. J'aimerais vous raconter le résultat d'une grande évaluation qui a été faite en Grande-Bretagne. C'est une évaluation qui date d'il y a, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Depuis les années 80, la Grande-Bretagne a fait un énorme effort de fermer ses hôpitaux psychiatriques et de créer des conditions de vie, comme on disait à l'époque, normalisées. Donc, au bout de 25 ans, on a fait une évaluation où la vie de chaque usager a été demandée. Et au bout d'un questionnaire, il y avait une question un peu ouverte, style « Qu'est-ce que vous proposez d'autre ?» Et il y avait un grand nombre de personnes qui répondaient à cette question « Je veux enfin voir quelqu'un qui n'est pas payé pour me voir. » Il n'y a pas uniquement la question de l'argent là-dedans. Bien sûr, il y a heureusement les bénévoles et les volontaires qui ne sont pas payés pour voir quelqu'un, qui le font au titre de leur commune humanité. Mais qu'est-ce qui empêche qu'un professionnel salarié vive son rôle à titre de sa commune humanité avec les personnes qui viennent? Qu'est-ce qui empêche? Où est la liberté? Où est la liberté d'amenter? Où est la liberté de contredire son équipe? Où est la liberté de questionner un dispositif qui enferme? Je ne suis pas en train de dire que tous les dispositifs enferment, loin de là. Hein, il y a les dispositifs et les procédures qui sont très, très bénéfiques. Mais si un dispositif, une procédure commence à exister pour elle-même, ça devient problématique. Ce cri pour le cadre, il devient de plus en plus grand. Les personnes
qui ont des excès de violence, des actes de violence. Mais qu'est-ce que j'entends dans les formations? C'est il faut du cadre. Et parfois, je dis, et à partir de maintenant, j'interdis le mot cadre. J'aimerais qu'on parle d'autre chose. Est-ce que vous iriez au Louvre s'il n'y avait que de cadres et pas d'images dans les cadres? J'aimerais enfin savoir où sont les images et les tableaux dans les cadres. Alors, c'est un peu d'humour, mais en même temps, c'est un cri du cœur, hein, ou c'est ce que je considère aujourd'hui comme le cœur de mon métier, aider les équipes de retrouver l'image dans le cadre. Ça passe, et c'est peut-être la première liberté à prendre, et c'est aussi une responsabilité de retrouver ce sens. Une personne qui a énormément parlé du sens, c'est Viktor Frankl. Hein, il en a fait toute une thérapie, toute une approche de guérison des blessures psychologiques. Et quand lui, il arrivait aux États-Unis après l'expérience d'Auschwitz, il a dit, mais c'est magnifique d'arriver sur le bateau et la première chose qu'on voit à New York, c'est la Statue de la Liberté, avec les bras élevés. Et on a l'impression on passe à autre chose. Une nouvelle vie s'ouvre. Mais quelques années plus tard, il a rajouté quelque chose. Il a dit, et maintenant, moi j'aurais envie de planter une deuxième statue à San Francisco, de l'autre côté du pays, et c'est la statue de la responsabilité. Nous naviguons entre les deux, entre liberté, la liberté d'être sujet dans l'accompagnement, dans le processus d'accompagnement, et d'en être pleinement responsable. Et c'est parce que nous sommes sujets que les personnes accompagnées auront le droit d'être sujets eux aussi, avec toutes leurs différences, avec ceux qu'ils souhaitent partager et ceux qu'ils souhaitent garder pour eux-mêmes dans leur jardin secret. Ce sont que quelques flashs que je vous ai partagés là, mais ça nous a emmenés à l'Institut de formation sociale à deux choses. Et je pense que c'est un vrai changement de cap. La première chose, c'était de laisser derrière nous les aspects trop spécifiques. Une école psychologique, une telle, une autre approche, une telle, labellisée comme ça, mais utilisée à lui seul, ça frôle l'idéologie. C'est ce que vous disiez, ouvrir les esprits et créer cette mosaïque. Hein. Il n'y a pas de musique derrière nous. Bon. On imagine. Mais on imagine, oui. Et d'aller de plus en plus sur le terrain d'une anthropologie. Qu'est-ce que l'être humain? Le père Emmanuel Schwab en a parlé hier, mais on peut en faire toute une approche d'accompagnement. Qu'est-ce que l'être humain? Comment est-ce que moi, je peux accompagner quelqu'un de retrouver la famille humaine, quelqu'un qui est exclu? Comment est-ce que je peux aider quelqu'un qui est détruite par des violences subies, violences individuelles ou collectives subies? Comment est-ce que je peux l'aider de retrouver son humanité? Et par là, avoir une approche très réaliste, peut-être je ne pourrais pas aider à la libération d'une personne entièrement. Et peut-être la question n'est même pas là. À l'Arche, je vis avec des personnes qui ont un handicap, parfois un polyhandicap, parfois des troubles associés, des maladies psychiques, et ils le seront pour toute leur vie. Il n'est pas question de les libérer de leur handicap. Ce n'est pas dans notre pouvoir.
Mais peut-être il y a une libération pour qui existe. Une libération pour qui est de l'ordre de ce qu'est l'être humain, de ce qui est de l'ordre de nos espoirs, nos aspirations les plus profondes. Notre aspiration d'être aimé et d'aimer. Peut-être la vraie libération, la vraie liberté, peut-être elle est là, hein, sur ce terrain-là. Comment notre accompagnement contribue-t-il à découvrir que je suis aimée, que je suis capable d'accueillir cet amour des autres pour moi, leur amitié, leur présence. Et comment est-ce que je suis à mon tour capable d'aimer? Et ça, c'est la même question pour la personne accompagnée comme pour l'accompagnant. Cette question existentielle-là. Je me souviens de la parole d'une femme qui fait des crises psychotiques, qui nous a dit un jour, ma vie, ça ressemble à une tasse qui a une fente. Mais c'est ma tasse préférée. Ou une personne trisomique qui a régulièrement connu des crises de dépression, qui dans son atelier faisait du tissage. Et un jour, je la trouve dans sa chambre, et elle avait un petit cadre de tissage avec des fils noirs. Mais dans son aiguille, et à côté, il y avait des fils de toutes les couleurs possibles. Et elle a dit, ma vie, c'est fait de beaucoup de fils noirs. Mais avec les fils colorés, je vais en faire quelque chose de très beau maintenant, regarde. Voilà. Peut-être la libération pour, elle n'est pas là où nous avons pensé. En tout cas, dans mon expérience, ça a souvent été comme ça. Et ça nous fait sortir d'un sentiment d'impuissance qui nous accable tous par moments. Tous. Et ce sentiment d'impuissance, il peut nous amener à un endurcissement. Un endurcissement qui guette tout travailleur social, qui guette tout accompagnant. On n'a jamais gagné cette bataille d'avance. Ça, c'est un combat de tous les jours. Mais il peut aussi nous adoucir. Il peut aussi nous amener à... J'emprunte la parole à quelqu'un de très connu. Ça peut nous amener à la révolution de la tendresse. Et je pense la vraie libération, elle est bien celle-là. Comment dépasser cette crise du lien si ce n'est pas par le lien? Si ce n'est pas en offrant des relations qui deviennent une terre d'expérience, qui deviennent modélisantes, qui permettent de se projeter en autre chose que la rupture. Bien sûr, nous le serons avec nos limites. Mais qu'est-ce que cette rencontre entre deux personnes, avec leurs limites, avec leurs espoirs, qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça peut provoquer? Qu'est-ce que ça peut faire naître? Ça induit un peu la notion de la curiosité de la rencontre dans cette relation d'accompagnement. Et ça nous emmène tout de suite aussi sur le terrain de la relation réciproque. Relation réciproque qui ne va pas sans risque. Et le risque, c'est toujours que cette relation, elle me transforme.
avec le point de vigilance. Quelles sont les transformations auxquelles je consens et quelles sont les transformations que je ne veux pas, hein, comme ce choix entre endurcissement ou la douceur, cette révolution de la tendresse. Pour moi, pour nous, de ramener, par exemple, des comportements très difficiles, difficilement compréhensibles, à un niveau anthropologique. Qu'est-ce que nous sommes? C'est devenu une découverte très bénéfique. Je vais vous raconter peut-être l'un ou l'autre exemple. Des exemples qui ne viennent pas de la rue, hein, je m'excuse, je n'ai pas cette expérience-là, mais vous saurez les transposer, j'en suis sûre. Une chose qui, dans les établissements pour personnes handicapées ou personnes avec une maladie psychique, des choses qui arrivent régulièrement, ce sont par exemple les personnes psychotiques qui ne parlent pas, qui en plein salon se masturbent en public. C'est très gênant. Et il y a les réactions différentes. Hein. Il y a les gens qui n'ont rien vu. Il y a les autres qui ont bien vu, mais qui ne disent rien parce qu'on les respecte, n'est-ce pas? Il y a les troisièmes qui les emmènent dans leur chambre et qui réclament que les chefs de service mettent du cadre, et ainsi de suite. Et tout ça, ça ne sert à rien, évidemment. Mais on pourrait aussi se... Et après, il y a le cri pour les médicaments et peut-être l'assistance sexuelle. Voilà. Il y a une autre approche qui est possible, c'est qui a reconnu dans cette personne qu'il est un homme. Tout simplement. Et qui en parle avec lui? Est-ce que c'est toujours le psychologue? Le cri au psy, c'est énorme. Hein? Là où peut-être une simple rencontre avec quelqu'un est suffisant. Quelqu'un qui est prêt à se mettre à côté de cet homme. Bon, on lui met une couverture d'abord. Hein? Et après, on reprend la question. Oui, j'ai vu. Tu veux être un homme. Tu veux compter pour quelqu'un. Qui a-t-il pour qui il compte? Il compte aux yeux de qui? Il existe pour quelqu'un, lui? Réfléchissons. Ce sont des aspirations légitimes. Oui, je suis dans un comportement qu'il faut travailler, mais pas uniquement par la contrainte. Il faut une démarche positive là à côté. Même chose pour les personnes qui sont violentes. De temps en temps. C'est gênant, oui, j'en suis d'accord. Il faut faire quelque chose, il ne faut pas laisser les choses en l'état. Mais qui entend le cri de ce qui est derrière? C'est très intéressant quand on lit Le long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. Lui, quand il opte pour la violence, c'est à chaque fois quand il a vécu une situation d'échec et quand il est dans le désespoir. Qui a entendu le désespoir de cet homme? Hein? Deuxième chose, nous avons développé quelque chose que nous avons appelé les compétences de communion. Hier, quelqu'un que j'ai rencontré, responsable de formation d'une grande fondation, il m'a dit « Mais vous êtes quand même gonflé. » Je lui ai dit « Oui, on est gonflé. » Mais je ne démords pas, c'est ça le nom. Hein? Compétences de communion. Pourquoi? Et les captifs sont pour quelque chose là-dedans, je pense. Oui, il faut des compétences.
Oui. Je reviens au mot professionnel, hein, et ça ne distingue pas un monde de bénévoles et un monde de salariés. Hein. C'est maîtriser une science et déclarer ouvertement. Et ça passe aussi par les actes que l'on pose. Cette notion de l'agir, hein, du métier, ça se rajoute au XVIe siècle. Voilà. Donc c'est un savoir, et c'est un savoir-faire, et c'est un savoir-être. Compétences de communion, en soi, ça n'a rien de spécial. Ce sont des choses classiques, hein, comme l'écoute active, comme la communication non violente, comme une capacité de médiation, comme savoir faire face et transformer une situation de violence, ou discerner entre autonomie et protection nécessaire. C'est comment parler de l'histoire de quelqu'un avec la personne. Hein, Martine a dit ce matin combien c'est douloureux quand on est à répétition interrogé sur son histoire. Je me demande, hein, je ne sais pas la réponse à la place de Martine, mais je me demande si la douleur ne vient pas du fait qu'il y a absence de dignité, hein, que c'est unilatéral. Tu me racontes ton histoire et moi je vais te donner le tampon pour quelque chose ou pas. Ouais. Ah, voilà. Voilà. Donc il n'y a pas ce ton réciproque. Voilà. Voilà. Et on perd là-dedans la notion de la dignité. La dignité qui, elle, justifie le respect. Qui, elle, se traduit, s'exprime par le respect, pas l'inverse. La question dans les compétences de communion, c'est de rajouter à la technique le savoir-être. Ce sont des outils, mais qui est la personne qui va utiliser ces outils? Est-ce qu'avec elle, l'outil est entre des bonnes mains ou pas? Et elle l'utilise dans quel but? Dans quelle situation? Est-ce qu'elle l'utilise pour mieux gérer une situation? Pour garder son autorité? Pour manipuler? Pour rester dans son rôle de prestataire? Est-ce qu'elle utilise l'écoute active comme pour devenir muette elle-même? Par peur de se dire? Par interdiction de se dire? Qui utilise la technique? Et est-ce que quand on écoute vraiment une personne, l'accompagnant se donne le droit de dire « Par tout ce que vous me dites, je suis vraiment émerveillée. » Émerveillée, par exemple, devant le courage. Ou je me souviens d'une autre situation où, avec des réfugiés politiques qui vivent en Île-de-France, on a fait tout un travail de partage de leur histoire. Et dans des dessins qui exprimaient la situation dans laquelle ils sont partis de leur pays. On a, quelques semaines d'après, rajouté la notion de ce qui leur a donné la force de traverser tout ce qu'ils avaient à traverser. Il y avait une femme qui a pris une couleur noire et qui a versé cette couleur noire sur toute sa feuille, en disant « Moi, je ne vois plus rien, je ne vois plus aucune force en moi. » Et il y avait quelqu'un à côté d'elle, et cette personne venait du camp adverse. Et il a tout simplement mis sa main sur son épaule et il a dit « Et moi, j'attendrai avec toi le jour où tu verras à nouveau une lueur de lumière. » Et cette lumière est venue
quelques jours plus tard. Très très vite en fait. Hein. Et elle nous a tous écrit un mail. Ouais, voilà. C'est de ça que nous avons besoin. C'est parfois aussi simple. Hein. Au bout de nos techniques, tout simplement assumer sa présence humaine. Une présence qui n'est pas vide, qui n'est pas muette, mais une présence pleinement habitée. Une présence qui réintroduit quelqu'un dans le circuit de l'humanité. Et je termine sur la même... on ne s'est pas concerté. Hein. Je termine sur la même notion que Tien Pinte et Francis, voilà. Le Tellier, merci. Je ne lis pas d'ici. C'est ce qui est le plus urgent aujourd'hui, c'est l'éveil des consciences. Que les accompagnants rejoignent en eux leur propre conscience et la force de leur conscience. Si nous traversons une crise de sens, cette conscience, elle est capitale. Le mot sens en français est un des mots les plus riches. Ça parle de mes 5 sens. Mon contact avec le monde réel. Et c'est ce contact avec le monde réel qui m'informe sur la direction à prendre. Et seulement après, c'est la signification. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de directions et de directives, mais si la personne, si l'accompagnant perd le sens, le contact avec le réel, nous sommes dans l'idéologie et nous sommes dans la manipulation et dans les luttes de pouvoir. Donc attention, attention, attention. C'est urgent de travailler à cet éveil des consciences et de revenir à la 3e signification du mot profession. Le mot profession, vous savez, au 1300 et quelques, ça s'est écrit P-R-O, P-H, et ainsi de suite. Donc ça vient du mot prophétie. Est-ce que nous avons encore une prophétie, nous? Une promesse? Est-ce que nous sommes encore un signe pour quelque chose? Accompagner quelqu'un, ça veut dire bouger, se déplacer, marcher, aller vers. Nous allons vers quoi? Quel est le signe devant nous? Quelle est la promesse devant nous? Et quelle est la prophétie à laquelle nous adhérons? Et peut-être la prophétie la plus simple, ce serait « Devenons ensemble humains ». Pour terminer, ce matin, Emmanuel Olivier a parlé de l'utilité, disons, de parfois quitter le social pour trouver d'autres apports pour le social. Ça me semble aussi incontournable. J'ai trouvé des outils dans le travail de paix. Hein, dans mon autre mi-temps, je suis engagée dans le travail de réconciliation dans des situations post-conflit, donc là où la paix n'est pas. Et j'en ai trouvé un outil de quelqu'un d'un Allemand de l'université de Tübingen, qui a étudié les derniers 40 accords de paix qui étaient décrochés par la société civile. Il y a des gros accords de paix dedans, comme au Mozambique, comme entre l'Argentine et le Chili, là où l'ONU et toutes les instances ont dit on démissionne, ils vont se tuer jusqu'au dernier homme et après on verra. Pourquoi? Qu'est-ce que la société civile, qu'est-ce qu'elle avait que les autres n'avaient pas? Donc il a scruté 40 exemples et il y trouve 3 choses. Alors, et volontiers, je transporte cet exemple dans le social, parce que aussi pour nous, il s'agit de construire le vivre ensemble, et pas autre chose. Première chose, c'est la proximité. La société civile avait une proximité avec tous les
camps adverses. Deuxième chose, ils avaient aussi la confiance et la transparence. Hein, la proximité, elle ne suffit pas. Il faut aussi avoir la confiance, cette confiance qui se construit dans la cohérence entre le dire et le faire, et une transparence. Donc, quand je parle de présence, oui, mais ce n'est pas la présence à moi toute seule. Hein, attention. Et la troisième chose, c'était la compétence. Donc, ces médiateurs, entre autres la communauté de Sant'Egidio, ils ont à un moment donné dû rajouter quelques compétences en négociation. Mais vous voyez, la compétence, ce n'est qu'un pôle sur 3. Quand vous regardez dans les supports des formations d'assistants sociaux dans le tiers-monde, par exemple en Inde, vous allez trouver qu'en fait, ils agissent du développement communautaire. Là où l'État est absent, ben voilà, on crée la communauté capable de porter. Et je pense, il ne faut pas se leurrer, mais je pense à notre avenir en France, il va aller vers là. Recréer la communauté. Et c'est là où j'apprends beaucoup en Afrique. J'espère qu'un jour, je pourrai faire un transfert des savoirs. Bon, voilà, j'arrête là.